Cool artiste, voilà, désolé de te répondre que maintenant, t'avoir laissé un peu en galère. Je te laisse une petite note vocale parce que j'ai bien réfléchi à ton idée d'enregistrement et c'est bon, bah, je me sens prêt. Je pense qu'après Ouais, 5 c'est ans, deal. c'est le bon moment là. Je vais pas te cacher, ça me fait un peu flipper de te raconter cette histoire. J'ai un peu peur de craquer, On va se le faire en one shot mais en une je seule sens que prise si je et le puis fais pas et maintenant, bah, je le puis ferai jamais, après en ça devient fait. Et puis j'ai plus envie de facile. graver J'entends. dans le marbre une fois pour toutes cette soirée et tout ce qui en a découlé avant que le temps fasse son travail et que j'oublie des détails, en fait. Bref, je suis super chaud et en plus j'ai bien envie de voir la nouvelle déco de ta garçonnière. Prévois des bières. Bien mon Roro. C'est bon là, c'est parti. Vas-y, parle. L'insouciance L'insouciance enchevêtrée. enchevêtrée. Moi, en 2015, j'étais à un moment de ma vie où je venais de finir des études d'économie à Assas. J'étais diplômé d'un Master 2 économie du secteur public. Et bon, bah, un peu comme tous les jeunes, je savais pas du tout ce que j'allais faire après. Euh, Bêtement, je me suis inscrit en tant qu'étudiant entrepreneur. Je voulais être mon propre patron. Pour aussi gagner du temps, je voulais pas rentrer directement dans la vie active. Donc en septembre 2015, j'ai commencé cette formation à la Sorbonne où j'avais des cours d'entrepreneuriat pour développer un projet. Et après, comme toutes les études à la fac, j'avais énormément de temps pour moi-même où j'essayais de développer ce projet-là, mais c'était pas très concret. Donc parallèlement, j'étais avec ma copine, ça faisait déjà 5 6 ans. On s'était rencontrés en terminale, au lycée Maurice Ravel. Et parallèlement, j'avais commencé mon permis de conduire depuis un mois. J'y suis allé, comme toutes les semaines, faire mon cours de code. Et donc, ce jour-là, le 13 novembre, c'était l'anniversaire de Jess. Euh, Comme elle est passionnée de photographie, on est allé à Paris Photo. C'était une belle journée, il faisait plutôt doux. Je me souviens que le ciel, il y avait des nuages, mais en même temps un beau soleil. Donc c'était super, c'était sa passion. On a vu j'y connais rien en photographie, mais on a vu tous les artistes qu'elle aimait. Donc on sort de cette exposition. Elle était très contente de son cadeau. Je voulais lui offrir un cadeau plus conséquent, mais j'avais pas eu d'idée comme d'habitude. Et on se quitte devant le Grand Palais. Moi, je rentre en Vélib pour aller faire justement ce fameux cours de code où ma vie était réglée. C'était vraiment l'insouciance. J'avais 24 ans à l'époque. Donc, je fais ce cours de conduite. On avait prévu d'aller fêter l'anniversaire de Jess après vers 20 h. Je rentre chez moi. À l'époque, j'habitais chez ma maman à Saint-Mandé. J'étais un peu fatigué, j'ai l'impression d'être un peu malade parce que je suis un peu hypochondriaque. Je me disais, putain, j'ai un peu la flemme de sortir ce soir et tout. Mais bon, c'est l'anniversaire de ma copine. J'ai pas le choix de toute façon. On avait déjà changé d'horaire et là, il faisait nuit, je prends ma douche, il est 19 h. Une grosse flemme, une grosse flemme. Je dis à ma mère, j'ai vraiment la flemme, mais bon, c'est l'anniversaire de Jess, parce que ça allait sûrement partir en boîte de nuit après. Et bon, c'est pas ma grande passion, mais je me disais, quoi qu'il arrive, je vais y aller. Vers 20 h, je pars de chez moi et j'appelle un pote, c'était Thomas. Je lui dis s'il était partant pour boire une petite canette de Garden dans le bar juste à côté, à Charonne. On a appelé cette petite rue l'Impasse où on a vu toute nos jeunesse des coups là-bas. Je passe à Nation, j'achète ces 2 canettes de Garden, je les mets dans mon manteau. Et au final, on se retrouve et il dit non, non, on n'a pas le temps, on va à l'anniversaire. Parce que plusieurs fois, des anniversaires précédents, on est arrivé très en retard et c'était pas passé. Donc là, je lui dis bonjour à Sharon et on va directement au bar. Tout le monde est en retard comme d'habitude, une soirée
d'insouciance, on a le temps, on est jeune, 20h30, on est 4, 5 à peu près, tout se passe bien. À l'époque, ouais, je crois que j'ai pris une pinte directement, qui, je me souviens, n'était pas bonne du tout. Je vois mon ami Victor, où ça faisait quelques semaines que je l'avais pas vu parce qu'on se voyait moins. Lui avait sa copine, des projets, donc ça m'a fait super plaisir de le voir. Donc là, il est à peu près 21h, 21h15, je pense. On commence à avoir bu quelques coups. On commence. Là, on passe au Morito, je crois. On commence à commander des assiettes de charcuterie, fromage pour essayer de manger un petit peu. Ça se remplit tout doucement. Il y a les copines de Jess qui arrivent. Donc on a à peu près une dizaine. Voilà, il y a la moitié des gens qui fument dehors, ça tourne énormément. Je me souviens, là, on commence avec Thomas, on fait la queue pour les toilettes. C'est au fond du bar et on voit toute cette belle tablée et on se dit, bah, c'est vraiment. Bon, voilà, c'est une belle journée, on parle sur les filles, on se dit, bah, c'est dommage, cette fille, personne n'est jamais pécho. On rigole, on se repose à la table. C'était une table à peu près d'une dizaine de personnes, juste derrière la baie vitrée du bar. On est vraiment collé à la baie vitrée et qui donne directement accès à cette terrasse de la belle équipe. Et moi, je suis sur le côté avec 4 personnes, vraiment collées au mur, mais en face, le visuel où je vois la rue. Il y a Victor et Marco qui sont face à face, mais il y a des places libres entre nous. Eux, ils sont vraiment au milieu de la table face à face. On commande, je crois, 2 bouteilles de vin, parce que voilà, à 24 ans, on passe au vin. Et là, on entend les premières détonations, et instinctivement, on se retrouve tous sous la table. Vraiment tous sous la table. On ne sait même pas pourquoi on s'est retrouvés sous la table. Et la lumière se fait couper instantanément. Et on entend des rafales, tout de suite. Moi, je suis au sol, je vois un copain qui me dit, mais c'est quoi ces pétards? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais il rigole en même temps. Et je sais pas, j'ai tout de suite compris, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de 2015 où il y avait eu Charlie, il y avait eu avant l'attaque au musée juif de Bruxelles, et je m'intéressais beaucoup à la situation qui se passait en Irak et en Syrie. Et j'avais une conviction que ça allait nous arriver un jour. Et j'ai compris tout de suite que c'était un attentat. J'ai dit à mon pote qui était justement accroupi en dessous de la table, mais sa tête collée à la table. Moi, j'étais vraiment au sol comme les autres camarades. Je lui ai dit, c'est un attentat, baisse-toi. Et donc, il s'est vraiment mis au sol. Et là, ça a rafalé pendant des, je pense, 30-45 secondes. Après coup, ça me paraissait beaucoup plus long, mais dans la réalité, je pense que c'était pas si long. Et là, pendant ces minutes-là, où vraiment on se rend compte que c'est pas des pétards, mais des balles de Kalachnikov, je me mettais au sol et je voulais vraiment être une flaque d'eau pour avoir le moins de hauteur possible pour pas me prendre une balle. Et je me disais, putain, c'est trop bizarre, je me mets les mains sur les oreilles, mais si j'ai une balle qui me touche, au final, cette main, elle va servir à rien. J'ai eu des pensées comme ça. Et je pensais qu'à ma copine qui était dehors avec ses autres copines et qui fumait. Et je me disais, c'est pas possible, putain, c'est pas possible. Sûrement, peut-être qu'elle allait pisser, peut-être qu'elle est pas dehors, merde. Je me disais, putain, c'est pas possible, un truc comme ça qui arrive. Mais j'avais vraiment l'espoir qu'elle se soit décalée, qu'elle ait réussi à s'échapper. Voilà, j'y pensais vraiment que à elle. Et je me disais peut-être à tout moment je vais me prendre une balle et je vais mourir, mais il y avait pas, j'ai pas repensé à toute ma vie, c'était vraiment très focalisé sur ma copine. À un moment, ça s'est arrêté et je voulais vraiment aller voir tout de suite. Je me suis relevé, vraiment au milieu de la salle où tout le monde était couché. Et instantanément, en fait, j'ai appris que plus tard que en fait, ça s'est arrêté parce qu'ils avaient plus de balles, mais qu'ils rechargeaient.
Et au bout de 5 secondes, le temps que je me lève, ça a repris à peu près pareil pendant 45 minutes, où c'était du coup par coup, ou des rafales vraiment, où il y avait des impacts partout. Et, euh, et là, au bout de ces 45 secondes, ça s'arrête. Je me dis, bon, ils sont pas là pour nous, de toute façon, c'est sûr qu'il y a quand même des policiers, ils vont pas rester, si ça s'arrête, ils vont partir au bout d'un moment. On entend quelqu'un, levez-vous, ils sont partis. Et là, je sais pas, c'est après mes copains qui m'ont raconté, je le savais même pas, j'ai appelé mes copains un par un pour savoir s'ils étaient en vie. J'ai pas dit le nom de mon copain où j'ai appris après qu'il était décédé. Je sais pas si c'était inconscient ou pas. Je l'ai pas appelé du tout. Et je me suis levé directement. J'ai pas réfléchi. Je suis allé voir sur la terrasse pour voir si ma copine et ses amis étaient touchés ou pas. Là, quand je suis arrivé, j'ai dit putain, merde, c'est une boucherie. Enfin, il n'y a même pas de mots pour. C'était vraiment une scène de guerre où tout le monde était explosé, il y avait des impacts vraiment partout. C'était un enchevêtrement de corps parce qu'avec les impacts des balles, tout le monde s'était fait projeter le long de la porte d'entrée du bar et tout le monde était entremêlé. Et, putain, et là, au milieu de tout ça, je vois ma copine qui me regarde et qui me dit Roman, Roman. Et donc, elle était encore en vie, donc là, quand même un ouf de soulagement. Et je vois qu'elle est vraiment touchée un peu partout sur le corps. Là, à ce moment-là, mon copain, un de mes copains, Nathan, m'avait suivi sur la terrasse. Et il me regarde, on est un peu sous le choc. Et je lui dis, passe-moi ton manteau. Parce que moi, j'étais juste en petite chemise. Et je sais pas pourquoi je voulais faire un garrot avec son manteau. Il me regarde, il a un petit moment de réaction où il sait pas quoi faire. Et pendant ce moment, moi j'ai arraché ma chemise pour faire un garrot à sa jambe parce qu'elle était vraiment touchée en haut de la jambe où il y avait un trou de la taille d'une pomme à peu près. Et comme j'ai toujours aimé le cinéma d'auteur, j'ai beaucoup regardé des films comme Le Soldat Ryan, ce genre de choses. Et je me suis dit, j'ai déjà vu des films où juste avec une balle dans la jambe, les gens pouvaient vraiment partir. Donc j'ai fait un garrot, j'ai serré le plus fort possible. Et en même temps, c'était ma copine, je voulais pas lui faire mal, donc je sais pas si j'ai assez serré. Et voilà, c'était vraiment le premier truc que j'ai fait, c'était lui faire un garrot. Et là, pendant des longues minutes, bah, il y avait rien à faire à part rassurer les gens. Je voyais sa copine Eva qui était au final ça me paraissait 10 mètres, mais en fait elle était à 2 mètres. Ses autres amis qui étaient sur la terrasse, il y avait tellement de corps que j'ai pas vu du tout, parce que dès le départ, je voulais me protéger. En fait, il y avait tout était flou, à part elle et mes copains. Sinon, je voulais pas regarder du tout. J'ai vu quelqu'un qui était décédé vraiment juste à côté avec beaucoup d'impact et mon premier mot c'était miskin. Je me suis dit putain, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'était un passant qui avait été touché. Et il était vraiment touché partout et lui, il n'y avait plus aucun espoir pour lui. Et donc là, on se rendait compte un peu de la situation. Ma copine avait vraiment mal et ça criait partout, ça criait, ça criait. On a réussi à la déplacer un petit peu pour désenchevêtrer les corps. Et je me souviens d'une odeur de sang et comme si le sang, il y avait de la chaleur qui s'échappait un petit peu du sol. Je sais pas si c'est maintenant des souvenirs réels ou pas, mais j'ai l'impression que ça sentait le sang et la poudre et qu'il y avait des douilles un peu partout. Mais c'était tellement flou dans ma tête que je sais pas maintenant ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. Et, et là, elle disait, et tout le monde criait, il y avait une fille juste à côté, et elle criait, et Jess, elle m'a dit, s'il te plaît, fais la terre. Elle avait encore beaucoup d'énergie. Et j'ai pas réfléchi à cette fille qui était touchée.
Je lui ai dit ferme ta gueule. Et vraiment, je lui ai crié dessus fortement. Et là, elle a arrêté de crier et avec ses beaux yeux bleus, elle m'a dit mais pourquoi tu me dis ça? Et là, je me suis rendu compte, j'ai dit mais pourquoi je lui dis ferme ta gueule comme ça aussi méchamment. Je lui ai dit excuse-moi, excuse-moi. Bon, au moins, après, elle a pu crier. Et Jess, elle comprenait que quand même sa situation était précaire et elle a eu le temps de me dire dis à mes parents que je les aime. Elle m'a dit des mots comme des mots d'adieu comme dans les films. Et j'essayais de la rassurer, lui dire non, ça va aller, c'est que les jambes. Je voyais aussi sa copine qui était plus loin, je lui disais vous êtes touché qu'aux jambes, ça va aller, ça va aller. Là, les premiers secours sont arrivés où les pompiers, je voyais qu'ils étaient complètement sidérés par la scène, où ils ne savaient pas quoi faire en fait. Ils faisaient le tour des personnes, mais sans faire des gestes de premier secours parce que la scène était trop dure. Et donc les minutes se sont égrenées à essayer de pas qu'elle s'endorme. De rassurer, je lui ai arraché tous ses vêtements pour voir exactement là où elle était touchée. Au bout de peut-être 15-20 minutes, d'autres secours sont arrivés. Ils essayaient de la perfuser, ils n'y arrivaient pas, c'était très très long. Je me souviens, scène un peu rigolote, où il y avait mon ami Marco une des médecins lui a donné une pochette pour la perfusion et ils lui ont demandé de presser très fort et il a vraiment écouté et il pressait de toutes ses forces ce sac de perfusion et j'ai eu le temps dans ma tête de trouver cette scène drôle parce que on a le temps de réfléchir énormément. De toute ma vie, j'ai jamais eu l'impression d'être aussi réfléchi dans tous les actes. Il y avait une espèce d'hyper conscience des choses. Et voilà, au bout d'un moment, elle partait, et les médecins nous disaient faut pas qu'elle s'endorme. Donc avec elle, on la rassurait, on disait que tout allait bien, mais en même temps, dès qu'on pouvait, on disait mais aidez-la, s'il vous plaît, aidez-la. Ils étaient complètement dépassés. Au bout d'un moment, on les a tellement pressés, les pompiers, qui nous ont transférés dans un kebab qui était en face. Là, on a réussi à évacuer toutes les chaises, toutes les tables, je sais pas comment on a fait, à 3-4, on a tout sorti. On l'a installé là sur un brancard. Je me souviens que la télé était déjà en boucle, c'était branché sur BFM et il commençait à parler d'attentats, etc. J'ai dit à mon pote Marco d'éteindre la télévision et j'ai vu qu'il a mis un peu de temps et moi j'ai vraiment mis un coup de poing dans la télévision pour que ça s'arrête. Je voulais vraiment, je sais pas pourquoi, je voulais pas qu'il y ait cette télévision en boucle sur BFM. Ça a été aussi des longues minutes à attendre. Au bout d'un moment, j'ai pété un câble, j'ai aussi tapé dans un miroir. Et au bout d'un moment, en fait, on a appris plus tard qu'il l'avait mis là parce qu'ils pensaient qu'en fait, ils avaient fait un tri, ils pensaient qu'elle allait décéder et qu'il n'y avait plus aucun espoir parce qu'ils avaient fait un hôpital de campagne dans le restaurant à côté, le Petit Bayona. Et en fait, nous, on était tout seuls dans ce grec. Jess et nos amis. On faisait des allers-retours pour que quelqu'un la prenne en charge, mais ils étaient dépassés et il n'y avait pas le temps pour elle. Et au bout d'un moment, à force d'aller les voir, on est parti dans une ambulance avec les pompiers. Il fallait à tout prix qu'il y ait un médecin apparemment dans l'ambulance, mais il n'y avait pas de médecin. On les a tannés. Et là, on est parti, enfin, ça a bougé peut-être au bout d'une heure de la fusillade. On s'est retrouvés dans l'ambulance et là, elle était de plus en plus faible, elle perdait connaissance, on lui mettait des énormes baffes.
vraiment pour pas qu'elle parte. Et on savait pas où aller, les pompiers non plus savaient pas dans quel hôpital aller. Moi, je disais, je sais plus, l'hôpital Pompidou, je disais des hôpitaux au hasard. Et en fait, on a décidé d'aller à Pitié-Salpêtrière, mais les pompiers savaient pas où c'était. Donc, mon copain Nathan a mis sur son GPS l'adresse de la Pitié. Et là, ils ont conduit à 200 à l'heure, où Jess, dans tous les virages, elle sortait de la civière, fallait la tenir. En même temps, elle répondait quasiment plus. Donc vraiment, j'essayais de la caresser, je saignais moi-même. Et je me souviens, je lui mettais vraiment du sang sur la joue. L'un des pompiers qui m'a dit quand même, faites attention. Euh, et, et là, on arrive. Est-ce que je peux fumer une cigarette? Vas-y, je t'en prie.